L'influenceuse, la maîtresse de mon mari, a posté une photo de mon lit avec un emoji de défi. En réponse, j'ai loué un immense panneau d'affichage à Manhattan avec sa photo et la légende « Il m'a trompé dans mon lit ». À 6h41 un lundi, Eleanor Sterling vit une autre femme souriant depuis son lit conjugal. La photo avait été postée 12 minutes plus tôt. La personnalité blonde de l'Internet était emmêlée dans des draps couleur ivoire, une épaule nue inclinée vers la caméra. Ses lèvres étaient courbées dans le sourire paresseux et satisfait de quelqu'un qui croyait avoir gagné. La légende était brève, les dimanches matins sont plus doux. Quand il reviendra enfin vers moi. Eleanor resta parfaitement immobile sur son îlot de cuisine, une main serrant une tasse de café noir intacte, l'autre tenant son téléphone si légèrement qu'il faillit lui glisser des doigts. Son mari, Julien Sterling, était censé être à Boston depuis 3 nuits. Il lui avait embrassé le front, ajusté sa cravate en soie marine dans le miroir du foyer, et lui avait dit que le conseil d'administration exigeait sa présence pour une réunion de fusion d'urgence. Il avait souri avec cette tendresse exécutive polie qui avait autrefois fait ouvrir les carnets de chèques aux philanthropes et que les journalistes financiers appelaient un visionnaire. Maintenant, Eleanor fixait la photo et savait exactement où il avait passé le week-end. Non pas à cause de la femme, mais à cause des draps. Cette literie couleur ivoire avait été tissée sur mesure par Fret en Italie. Le long de l'ourlet inférieur, un monogramme argenté à peine visible. La plupart des gens ne l'auraient jamais remarqué. Eleanor, si. Elle avait choisi ce motif spécifique 12 ans plus tôt, une semaine après leur mariage, à l'époque où elle croyait encore qu'une maison pouvait être rendue sur par le goût, la patience et l'amour, EJS, Eleanor et Julien Sterling. La maîtresse avait posé sa main parfaitement manucurée juste à côté du monogramme. Eleanor zooma sur l'image. Son expression ne changea pas, seul son pouce tressaillit une fois, si faiblement qu'elle le remarqua à peine. De l'autre côté de l'îlot de marbre, le saladier en cristal de sa belle-mère captait la lumière matinale de Manhattan. Julien avait insisté pour le garder là, un cadeau de sa mère. Une femme qui appelait Eleanor, banale, quand Julien était absent, pratique, quand il écoutait. Eleanor posa son téléphone face contre terre sur le comptoir pendant 3 secondes. Rien ne se passa. Il n'y eut pas de cris, pas de larmes, pas de porcelaine brisée, juste le faible bourdonnement de New York, s'éveillant derrière les baies vitrées de leurs pentouses de Tribeca, et une femme réalisant que la vie qu'elle avait protégée avait servi de scène à son humiliation. Puis son téléphone vibra de nouveau. C'était un SMS de Julien, embarquement imminent. Épuisé. Eleanor regarda les mots. Un rire lui monta presque à la gorge, mais mourut avant de devenir un son. Il ne la trompait pas seulement. Il était à l'aise. C'était une insulte qui la coupait jusqu'à l'os. La femme sur la photo était Chloé Chandon. Eleanor la reconnut immédiatement. 28 ans, une influenceuse lifestyle bien connue, du genre à poster des brunchs au champagne, des sacs à main de créateurs loués, et des vidéos floues sur « devenir la meilleure version de soi-même ». Elle était apparue 2 fois au gala de charité de la Fondation Sterling Capital, toujours à rôder un peu trop près de Julien, à rire un peu trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Eleanor l'avait remarqué. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mais dans son monde, remarquer ne signifiait pas réagir. Elle venait de gens qui mesuraient 2 fois, signaient 1 fois, et ne gaspillaient jamais leur colère là où l'épreuve serait plus efficace. Elle prit son téléphone et rafraîchit la page de Chloé. La photo avait déjà 17 000 likes. Les commentaires fleurissaient en dessous. Nommez-le. Enfin, l'homme mystérieux. On dirait qu'une femme passe une mauvaise journée aujourd'hui. Au dernier commentaire, Chloé avait répondu avec un emoji clin d'œil. Les yeux d'Eleanor se posèrent dessus. Ce petit visage jaune, suffisant et insouciant, fit ce que la photo ne pouvait pas faire. Il glaça la pièce. Eleanor se leva. Les pieds de son tabouret raclèrent doucement le parquet. Dans son dressing, elle ouvrit son placard et en sortit un tailleur en laine anthracite. Pas la douce robe cachemire que Julien aimait. Pas le chemisier en soie crème que, selon sa mère, la faisait paraître moins sévère. Anthracite, propre, silencieux, définitif.
Boutonnant son blazer, elle regarda son reflet. 37 ans, des cheveux bruns foncés attachés en un chignon bas, des yeux verts que les gens prenaient souvent pour du calme jusqu'à ce qu'ils apprennent que son calme pouvait être d'une netteté rasoir. Pas une beauté spectaculaire et clinquante, pas d'éclat fabriqué, juste une femme que les hommes sous-estimaient parce qu'elle ne ressentait jamais le besoin d'annoncer sa propre valeur. Julien l'appelait son « encre ». Elle réalisa maintenant qu'il avait voulu dire « poids mort ». À cette heure, son assistante exécutive l'appela. La voix de Blythe était prudente. « Éléonore, je suis désolée de vous déranger si tôt, mais il y a une situation en ligne. » « Je l'ai vu. » Blythe se tut. Éléonore se dirigea vers la fenêtre. L'Hudson River tournait alors dans la lumière matinale. Les camions de livraison sifflaient leurs freins. Les taxis jaunes se déplaçaient comme des insectes brillants le long des avenues. D'énormes panneaux d'affichage numérique diffusaient des publicités à des milliers d'étrangers sur le point de commencer leur journée ordinaire. « Annulez mes réunions du matin jusqu'à 10 heures, dit Éléonore. « Bien sûr. Et découvrez qui détient l'espace publicitaire cette semaine sur ces écrans numériques géants à Times Square et Columbus Circle. » Blythe marqua une pause. Les écrans panoramiques. En ce moment, il y a une campagne de mode. Achetez l'espace en dessous. Blythe comprenait plus que la plupart des gens. C'était pourquoi Éléonore la payait impeccablement et lui faisait confiance pour son silence. Quand, demanda Blythe. Avant 9 heures. Quel est le texte? Éléonore regarda de nouveau son téléphone, le sourire de Chloé. Le monogramme qu'elle avait osé afficher. 7 mots, dit Éléonore. Il m'a trompé dans mon lit. Julien Sterling avait bâti sa vie publique sur des apparences contrôlées. Il entrait dans les salles de réunion après que tout le monde soit assis. Il entrait dans les galas de charité par des portes dérobées afin que les photographes aient tous à se retourner d'un coup. Il entrait dans les disputes tardivement, parlant doucement, confiant que sa voix deviendrait le climat de la pièce. Mais à 9h12 ce matin-là, il entra dans son propre scandale, complètement inopinément. Sa voiture de fonction tournait sur Central Park South quand le trafic s'arrêta. Au début, il ne leva les yeux que parce que son chauffeur laissa échapper un juron. Puis Julien vit l'écran. Une publicité payante mettant en vedette Chloé Chandon remplissait la moitié supérieure de l'énorme panneau numérique de Columbus Circle, brillant dans la chère lumière du matin. Elle modélisait une collaboration de vêtements de nuit de luxe, bien que la ville ne regardait pas la soie. 5 secondes plus tard, la moitié inférieure de l'écran changea. Fond noir, lettrage blanc en bloc, pas de logo, pas de nom, il m'a trompé dans mon lit. Les mots pendaient sous Chloé comme un verdict. Les piétons s'arrêtèrent. Les téléphones portables se levèrent. Un coursier à vélo faillit heurter une camionnette de livraison. Quelqu'un sur le trottoir rit si fort que le son traversa l'épaisse vitre de la Mercedes de Julien. Tout le sang se vida du visage de Julien. « Appelez mon publiciste », lâcha-t-il. Le chauffeur cligna des yeux dans le rétroviseur. Monsieur Sterling, à l'instant. Avant que le chauffeur ne puisse composer le numéro, le téléphone de Julien commença à vibrer frénétiquement. D'abord son chef de cabinet, puis son associé gérant, puis sa mère, puis Chloé. Il ignora Chloé. Il appela Éléonore. Ça sonna une fois, puis tomba sur la messagerie vocale. L'écran défila de nouveau. Chloé souriante. Il m'a trompé dans mon lit. Julien sentit sa première véritable étincelle de peur. Non pas parce qu'il avait honte. La honte exigeait la culpabilité. Il était terrifié parce qu'Éléonore n'agissait jamais publiquement. Éléonore ne postait pas de citations cryptiques. Éléonore ne pleurait pas dans les toilettes des galas. Éléonore ne se battait pas avec des femmes dans les sections de commentaires. Éléonore documentait. Et quand Éléonore faisait un pas, elle le faisait de manière structurelle. L'image était partout. Les employés de bureau la partageaient dans les ascenseurs. Les blogs de potins avaient déjà encerclé le monogramme fret. Un journal immobilier de luxe avait identifié la chambre comme le Penthouse des Sterling, d'après un article d'Architectural Digest 3 ans auparavant.
Quelqu'un déterra une photo de Julien et Chloé se tenant trop près lors du gala de la Fondation Sterling. La société fit ce qu'elle fait toujours quand elle sent l'arrogance, elle construisit un tribunal avant le déjeuner. À 10h02, Chloé arriva à l'entrée privée de Sterling Capital, portant de grandes lunettes de soleil Tom Ford et un manteau en cachemire blanc qui semblait assez cher pour être loué. Ses lèvres glossées étaient pâles. Elle passa devant la réception comme si le droit d'entrée pouvait encore servir de carte d'accès. Julien était dans son bureau d'angle, les stores à moitié baissés, pressant le talon de sa main contre son front. « Tu as dit qu'elle était ennuyeuse », siffla Chloé dès que la porte se referma. « Tu as dit qu'elle ne se souciait pas de ce que tu faisais. » Julien leva les yeux. « Est-ce de ça que tu t'inquiètes en ce moment ? Ma femme vient d'acheter un panneau d'affichage à Times Square pour t'appeler une. Personne n'a utilisé mon nom. Ils n'ont pas besoin de le faire. Mes commentaires sont une zone de guerre. Mon sponsor de soins de la peau vient de suspendre ma campagne. Mon agent exige une réunion. » Julien se leva trop vite. « Alors peut-être que tu n'aurais pas dû poster des photos de ma maison. » Chloé le fixa. « Ta maison, dit-elle. Alors c'est comme ça maintenant. » Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas le moment, mais c'était exactement le moment. Pour la première fois depuis leur rencontre, Chloé vit la froideur calculatrice sous son charme et réalisa qu'elle n'avait jamais été l'exception. Elle n'était qu'une pièce dans laquelle il entrait quand la maison principale devenait étouffante. « Tu m'as dit que c'était fini entre vous deux, » dit Chloé. Julien ne dit rien. « Tu m'as dit que le mariage était essentiellement un arrangement commercial. » Toujours le silence. Ses lunettes de soleil glissèrent sur son nez, ses yeux brillants d'une panique furieuse. « Julien, tu m'as menti ?» Il regarda par la fenêtre où la skyline de Manhattan semblait l'observer. « J'ai dit ce qui était nécessaire, » dit-il. Chloé recula comme s'il l'avait poussée. À cet instant précis, Éléonore était assise à 4 miles de là, au siège d'Apex Media Group, une entreprise pour laquelle la plupart des gens pensaient qu'elle se contentait de consulter. Ce fut la première erreur de Julien. Il ne s'était jamais donné la peine de comprendre exactement ce qu'Éléonore possédait. Apex Media Group détenait les contrats pour l'affichage numérique extérieur dans 6 grandes villes américaines, des plateformes d'édition numérique avec une portée mensuelle combinée de 60 millions, et un réseau discret de partenariats de marques suffisamment puissant pour faire croître ou disparaître la réputation d'une personne. Éléonore ne travaillait pas pour Apex. Elle la contrôlait par l'intermédiaire du Van der Waal Family Trust, une entité fermée que son grand-père avait construite des décennies avant que Julien n'apprenne à nouer une cravate Windsor. Julien savait qu'Éléonore venait de la vieille richesse. Il ne connaissait juste pas l'échelle. Il appelait cela une « richesse discrète », comme si une fortune devenait plus petite simplement parce qu'une femme ne s'en vantait pas. Blythe entra dans le bureau d'Éléonore, tenant un iPad. « Le panneau d'affichage est en tendance nationale, dit-elle. Le service juridique confirme que nous sommes totalement à l'abri. Nous n'utilisons que du texte dans notre créneau d'achat. » L'image de Chloé est son propre achat média payant. Éléonore hocha la tête. Une déclaration de Julien ? Rien pour l'instant. De Chloé ? 3 publications supprimées. Un selfie en larmes. Pas de commentaire officiel. Éléonore faillit sourire. Presque. Dites au service juridique d'archiver tout. Horodatage, commentaires, données publicitaires, correspondance d'agents. Déjà fait. Bien. Faites venir Arthur. Blythe leva les yeux. Arthur Ponson était un avocat de divorce impitoyable et légendaire. Éléonore prit enfin son café. Il était froid. Oui, dit Éléonore. Mais pas encore pour la demande de divorce. Alors pourquoi ? Éléonore tourna sa chaise en cuir vers la vue panoramique de la ville. Pour la découverte. Julien arriva au siège d'Apex Media à 11h18 avec l'expression d'un homme confondant la panique avec l'autorité. La sécurité le laissa entrer dans le hall car son nom ouvrait encore la plupart des portes à New York. Mais il n'ouvrit pas la porte du bureau d'Éléonore. Il fut laissé debout sous un atrium de verre de 20 pieds,
entouré d'employés feignant de ne pas regarder jusqu'à ce que Blitz s'approche avec un sourire poli. Madame Sterling est en réunion. La bouche de Julien se pinça. Je suis son mari. Le sourire de Blitz ne faiblit pas. Je suis au courant. Dites-lui que je suis là. Elle sait. La pause qui suivit fut brève et humiliante. Une jeune rédactrice baissa les yeux sur son ordinateur portable une seconde trop tard. Quelqu'un près des ascenseurs s'éclaircit la gorge. Julien sentit la chaleur lui monter au cou. 7 minutes plus tard, l'ascenseur exécutif sonna. Éléonore en sortit. Elle portait un tailleur gris anthracite. Aucun bijou visible, sauf son alliance. La vue de celle-ci fit tordre l'estomac de Julien car soudain, elle ne ressemblait plus à un symbole. Elle ressemblait à une preuve. Il s'avança vers elle. Éléonore. Elle ne ralentit pas le pas. Salle de conférence. Pas ici. Elle passa devant lui. Dans la salle de conférence au mur de verre, elle s'assit la première. Julien détestait cela. Il s'asseyait toujours le premier. Il ferma la porte plus fort que nécessaire. Enlevez-le, exigea-t-il. Éléonore croisa les mains sur la table en acajou. Enlevez quoi? Ne jouez pas à des jeux. Le panneau d'affichage. L'accusation. Ses yeux rencontrèrent les siens. Est-ce une fausse accusation? Il ouvrit la bouche, mais aucune défense ne sortit. Éléonore attendit. C'était l'un de ses dons les plus terrifiants. Elle pouvait laisser le silence grandir jusqu'à ce que l'autre personne dise la vérité ou prouve exactement pourquoi elle ne le pouvait pas. Julien tira une chaise et s'assit. « Essaies-tu de nous humilier tous les deux? » Non, dit Éléonore. J'informe le public. Il tressaillit. Elle a posté une photo de notre lit, Julien. Pas un hôtel, pas un loft loué. Notre lit, notre maison, l'endroit où nos enfants viennent les dimanches matins se glisser sous les couvertures et demander des crêpes aux myrtilles. À la mention des enfants, son visage changea. Ne les mêlez pas à ça. C'est toi qui as fait ça. Ce cirque public, c'était une erreur. Le regard d'Éléonore tomba sur sa main gauche. Son alliance avait disparu. Il l'avait enlevée. Un week-end peut être une erreur, dit-elle, sa voix étrangement égale. Même une année de factures d'hôtel-boutique à Aspen, d'achats quartier, de charters de jets privés et de paiements acheminés via les comptes de dépenses exécutives de Sterling Capital n'est pas une erreur. C'est un style de vie. Julien cessa de respirer pendant une demi-seconde. De quoi parles-tu? Éléonore ouvrit un dossier en papier et fit glisser une seule feuille de papier sur la table. Il regarda. Une facture d'un lodge de ski de luxe à Aspen. 2 noms, Julien Sterling et Chloé Chandon. Facturé au compte de développement exécutif de Sterling Capital. Ses yeux se levèrent. Éléonore fit glisser une autre page. Un reçu de Harry Winston sur la 5e avenue. Un autre. Un bail d'appartement de luxe dans le West Village. Un autre. Un compte Uber Black Corporate montrant des trajets répétés à 2 heures du matin entre leurs pantouses de Tribeca et l'appartement de Chloé. Le visage de Julien se transforma à chaque page. D'abord l'irritation, puis le calcul, puis la peur, une peur bien plus honnête que n'importe quelle excuse. Tu as engagé un détective privé? Non. Ton arrogance a laissé une trace. Tout est enregistré dans les relevés d'entreprise. Il la fixa. Pour la première fois en 12 ans, Julien n'avait pas de discours préparé. Éléonore se pencha en arrière. Le panneau d'affichage reste jusqu'à mercredi. L'audit médico-légal commence aujourd'hui. Tu ne retourneras pas à l'appartement de Tribeca sans un accord juridique écrit. Tu ne contacteras pas les enfants sans la présence de notre thérapeute familial jusqu'à ce que nous déterminions ce qu'ils savent et ce qu'ils ont vu. Tu n'utiliseras pas les comptes de l'entreprise pour financer ta crise de la quarantaine. Et tu ne menaceras plus jamais mon personnel dans mon hall. Ton. Il s'éclaircit la gorge. Hall. Il ricana. Une petite explosion d'arrogance stupéfaite survivant même à cela.
Apex Media possède une partie de notre temps publicitaire. Tu consultes pour eux? Éléonore sourit, bien qu'il n'y ait aucune chaleur dans son sourire. Oui, Julien. Mon hall. Les mots tombèrent sans théâtralité. Julien cligna des yeux. Quoi? Éléonore sortit un dernier document du dossier et le fit glisser vers lui. Le Van der Waal Family Trust. Résumé des actifs. Apex Media Group. Apex Outdoor Networks. Part de contrôle du même syndicat publicitaire diffusant actuellement le visage de sa maîtresse à travers la ville. Julien fixa les chiffres. Les gens imaginent souvent le pouvoir comme quelque chose de bruyant. Le pouvoir d'Éléonore avait toujours été si silencieux. Il l'avait confondu avec l'absence. Tu n'as jamais demandé, dit-elle doucement. Ses doigts agrippèrent le bord de la table. Éléonore, non. Il leva les yeux. Elle enleva son alliance en diamant et la posa sur la table entre eux. Le doux cliquetis qu'elle fit contre le bois sonna plus fort que le trafic de Manhattan 30 étages plus bas. Tu n'as plus le droit de prononcer mon nom comme si c'était une porte qui s'ouvrait encore pour toi. À 13h, Chloé tenta de reprendre le contrôle du récit. Elle se lança en direct sur Instagram depuis son appartement, se positionnant contre des rideaux blancs et transparents et s'assurant que la lumière annulaire frappait ses pommettes comme une grâce. Je suis restée silencieuse parce que je n'ai jamais voulu blesser personne, commença-t-elle. En 30 secondes, 70 000 personnes la regardaient. La voix de Chloé trembla juste à temps. Elle dit qu'elle avait été induite en erreur. Elle dit que les femmes riches et puissantes blâment souvent la femme plus jeune parce que c'est plus facile que d'admettre qu'un mariage est brisé. Elle dit qu'elle ne méritait pas d'être publiquement harcelée par une femme ayant une richesse et une influence illimitée. Elle ne mentionna pas le lit. Elle ne mentionna pas l'émoji clin d'œil. Elle ne mentionna pas qu'elle avait passé des mois à laisser des indices parce que les secrets généraient plus d'engagement lorsque les abonnés pouvaient les dénicher. Éléonore regarda le direct depuis son bureau, aux côtés de Blythe et Arthur Ponson. Arthur, la soixantaine, aux cheveux argentés, calme et absolument mortel au tribunal parce qu'il n'élevait jamais la voix. Il prenait des notes avec un stylo Montblanc pendant que Chloé pleurait. Elle se positionne en victime, nota Blythe. Bien sûr que oui, dit Éléonore. Nous répondons sans émotion. Arthur regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Légalement? Éléonore hocha la tête. Légalement. 2 heures plus tard, l'équipe de management de Chloé reçut une lettre. Elle ne venait pas d'Éléonore en tant qu'épouse bafouée. Elle venait du département juridique d'Apex Media Group. Chloé était en infraction de 3 clauses de son contrat d'endossement de vêtements de nuit, détenu par une filiale d'Apex. L'image de la chambre contenait une relation personnelle non divulguée, créant un risque pour la réputation de la marque. La légende impliquait un endossement par un partenaire non nommé sans autorisation. Le plus crucial, le shooting promotionnel avait eu lieu dans une résidence privée sans formulaire d'autorisation de lieu. À 17h, la marque de vêtements de nuit mit fin à son contrat. À 17h30, l'agence de Chloé suspendit sa représentation, en attendant un examen des circonstances. À 18h, sa vidéo larmoyante avait été montée en 1000 TikTok de réaction. La plupart mirent en pause le moment exact où elle disait « Je n'ai jamais voulu attirer l'attention », la plaçant à côté de captures d'écran de ses 6 mois de poste à indices, de cadeaux mystères, de vues nocturnes de la ville, et du bras d'un homme portant la montre reconnaissable de Julien. Une Patek Philippe. Internet ne pardonne pas l'hypocrisie quand les preuves existent. Ce soir-là, Julien appela Éléonore 14 fois. Elle répondit au 15e. Sa voix était pure. Tu l'as détruit. Éléonore se tenait dans sa chambre principale tandis que des déménageurs professionnels emballaient les costumes sur mesure de Julien dans des housses sous stricte surveillance. Non, dit-elle. Ses contrats commerciaux réagissent à ses choix. Elle a 28 ans. Éléonore jeta un coup d'œil au lit, qui avait déjà été déshabillé jusqu'au matelas. Assez vieille pour savoir mieux que de jouer à la maison dans la demeure d'une autre femme. Tu agis comme si tu étais complètement innocente dans tout ça, lâcha Julien. La main d'Éléonore se figea. Voilà, le pivot.
Quand la culpabilité ne pouvait pas se défendre, elle cherchait des empreintes sur la victime. Explique ça, Julien. Tu te souciais plus de ton statut que de ce mariage. Tu étais toujours occupé, toujours à tout gérer. Sais-tu à quel point c'était solitaire d'être marié à quelqu'un qui n'avait jamais besoin de moi? Pendant une seconde, la pièce sembla se rétrécir. Éléonore s'attendait à des mensonges. Elle s'attendait à des excuses creuses. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il utilise sa fiabilité comme un crime. Elle prit une lente inspiration. Tu n'étais pas seule. Elle dit, tu t'ennuyais avec une femme que tu ne pouvais pas dominer. Il ne dit rien. Tu avais besoin d'adoration sans responsabilité. Chloé t'a donné ça, mais je t'ai donné une vie, Julien. Elle regarda un déménageur emporter ses clubs de golf. Tes affaires seront livrées à une suite corporative à Midtown avant 21h. Les serrures ici ont été changées à midi. Tu ne peux pas me virer de ma propre maison? Je peux, quand l'acte est détenu par le Vanderwall Family Trust et que tu as signé l'accord de résidence en 2018. Un autre silence. Il l'avait signé parce qu'il pensait que les formalités d'Éléonore n'étaient qu'un passe-temps fastidieux. Tu as planifié ça, chuchota Théil. Non, Julien. Je me suis juste protégée bien avant d'en avoir besoin. Elle raccrocha pour la première fois de la journée. Ses yeux brûlaient. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle avait enfin compris à quel point elle s'était rapetissée juste pour maintenir la paix avec un homme qui la traitait de froide. Quoi qu'il en soit, le premier appel de l'école arriva juste avant le déjeuner, le mardi. Éléonore examinait le bail de l'appartement du West Village que Julien payait quand la directrice de l'académie Harper S. Elite Upper East Side demanda un entretien privé. Le ton de la femme était poli, raffiné par des années passées à traiter avec des parents riches qui croient que les frais de scolarité achètent le contrôle de la réalité. Madame Sterling, dit la directrice, il y a eu quelques discussions parmi les élèves de 5e. Éléonore ferma les yeux. À propos du panneau d'affichage et de la photographie. Oui, nous avons confisqué les téléphones pendant la première heure, mais l'une des filles a montré une capture d'écran à Hortense avant la première période. La prise d'Éléonore se resserra sur son stylo. Qu'a fait Hortense? Elle a dit, c'est la chambre de ma mère. Et puis elle a demandé à aller à l'infirmerie. C'est la chambre de ma mère. La phrase frappa plus fort que n'importe quel commentaire sur Internet. Les adultes pouvaient commettre des cruautés et appeler cela un récit complexe. Les enfants le recevaient pur. Éléonore se leva si vite que sa chaise recula. Je suis en route. Blythe leva les yeux du canapé. L'appel pour l'audit médico-légal est dans 20 minutes. Reportez-le. Le trajet vers le nord prit 14 minutes. Éléonore passa ces 14 minutes à lutter contre l'envie d'appeler Julien parce que le premier instinct d'une personne blessée est souvent de faire en sorte que la partie coupable témoigne des dégâts. Mais Hortense n'avait pas besoin que son père soit traîné dans un couloir d'école comme un spectacle. Hortense avait besoin d'un adulte qui ne jouait pas pour un public. Elle trouva sa fille dans le bureau de l'infirmière, l'air minuscule sous une couverture pâle. Ses cheveux châtains étaient collés à une joue humide. Elle ne pleurait plus. Cela faisait presque plus mal. Les enfants qui arrêtent de pleurer trop tôt essaient généralement de protéger quelqu'un d'autre. Maman, murmura Hortense. Éléonore traversa la pièce et s'agenouilla à côté du lit. Je suis là. Cette dame était-elle vraiment dans ton lit? L'infirmière détourna le regard. La directrice croisa les mains. Éléonore sentit le poids de chaque adulte dans la pièce, souhaitant que la question soit plus douce. Oui, dit Éléonore d'une voix égale. La lèvre inférieure d'Hortense trembla. Papa l'a-t-il amené? Oui. Pourquoi? Éléonore caressa les cheveux d'Hortense. Parce qu'il a fait un mauvais choix, un choix blessant. Ce choix lui appartient. Il ne t'appartient pas. Hortense fixa la couverture. L'enfant a dit, elle est plus jolie que toi. Pour la première fois ce matin-là, Éléonore eut envie de briser quelque chose. Non pas parce qu'une enfant répétait une phrase cruelle, mais parce que la trahison de Julien avait invité des étrangers à comparer une femme et une maîtresse.
Comme si le prix était un homme qui les avait tous deux trahis, elle prit les mains d'Hortense. Écoute-moi. La valeur d'une femme n'est pas déterminée par la personne que son mari choisit de la trahir. La beauté ne rend pas la trahison moins laide. La jeunesse ne rend pas le manque de respect puissant. Et ton père ne m'a pas fait de mal parce qu'une autre femme était meilleure. Il m'a fait de mal parce qu'il était égoïste. Hortense cligna des yeux. Es-tu triste? Oui. As-tu peur? Allons-nous quitter notre maison? Non, ma chérie. C'est lui qui quitte la maison. Toi et Léo êtes en sécurité. La réponse les calma toutes les deux. Quand Éléonore retourna à Apex Media avec Hortense endormie sur le siège arrière du SUV, quelque chose en elle avait changé de forme. Le panneau d'affichage était une réponse à l'humiliation. Les prochaines étapes seraient une forteresse. Elle appela le docteur Evelyne Reynaud, la thérapeute familiale qu'ils avaient consultée lorsque Léo avait de l'anxiété pendant les premiers voyages d'affaires de Julien. Puis elle appela le chef de la sécurité de son immeuble, le conseiller scolaire et Arthur. À 14 heures, l'accès direct de Julien aux horaires des enfants via le portail scolaire fut suspendu, non pour le punir, mais parce que les blogueurs de potins et les paparazzi encerclaient l'académie, et que Julien avait prouvé qu'il ne pouvait pas séparer l'impulsion de la conséquence. À 15 heures, les enfants furent programmés pour une thérapie. À 17 heures, Éléonore avait un protocole de coparentalité écrit, rédigé par des avocats. Julien appela à 17h13. Tu m'as bloqué l'accès au portail de l'école. Sa voix était basse et dangereuse. Une mesure de sécurité temporaire. Je suis leur père. Alors agis comme si ce titre signifiait plus que l'accès. Ne transforme pas mes enfants en armes. Éléonore se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les écrans numériques de la ville s'illuminer pour la soirée. Tu as amené un cirque public à leur porte. Je range les allumettes. Il laissa échapper un rire amer. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en règles sèches pour ne jamais avoir à ressentir quoi que ce soit. L'insulte était ancienne. Il en avait utilisé des versions pendant des années, trop contrôlantes, trop prudentes, trop froides. Il avait fallu beaucoup trop de temps à Éléonore pour réaliser que certains hommes appellent les femmes froides quand ils ne peuvent pas facilement les manipuler. Je ressens assez pour les protéger correctement, dit-elle. Tu me fais passer pour un monstre. Non, Julien, je te fais documenter. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse transformer son orgueil blessé en un autre monologue. Ce soir-là, Camille, sa directrice financière, apporta un deuxième dossier. Contrairement au premier, il ne s'agissait pas de chambre d'hôtel ou de bijoux. Il s'agissait de structure. Sterling Capital avait utilisé 3 comptes pour financer des galas de charité au cours des 18 mois précédents. 2 étaient transparents. Le troisième, Chandon Consulting LLC, facturait des services de conseil en images, d'études de marché et d'organisation d'événements. Les factures étaient vagues, les livrables plus minces que du brouillard, mais la trace bancaire était claire. La manager de Chloé l'avait mis en place. Chloé était payée par ce biais. Julien avait approuvé les virements. Éléonore lut chaque page sans un mot. Camille attendit. Enfin, Éléonore demanda, « Est-ce que cela a touché la Children's Art Foundation ?» Le visage de Camille s'affaissa. Le gala de printemps. Oui. La facture a été acheminée par le budget événementiel. Nous ne pouvions pas prouver que des fonds de bienfaisance l'avaient payé avant d'obtenir le fichier d'affectation interne. La glace se forma dans la poitrine d'Éléonore. La Children's Art Foundation était sa partie préférée de la philanthropie de Sterling Capital. Non pas parce que ça rendait bien en photo, mais parce que la première subvention était allée à une école publique du Queens, où le plafond de la salle de musique fuyait et la professeure d'art achetait des fournitures avec son propre argent. Éléonore s'était assise par terre avec des élèves de 3e année pendant que Julien posait avec des donateurs sur le tapis rouge. S'il avait utilisé ce fonds pour financer le fantasme de Chloé d'être une consultante en luxe, l'affaire n'était plus seulement une trahison. C'était un vol baigné de parfums coûteux. Donnez à Arthur tout ce dont il a besoin, dit Éléonore. Camille hocha la tête. Et si Julien essaie de bloquer l'accès,
Alors le Vanderwall Family Trust activera ses créances avant le petit déjeuner annuel des investisseurs. Camille la regarda. Cela déclenchera une crise du conseil. Éléonore ferma le dossier. Il aurait dû penser au conseil avant de laisser sa maîtresse photographier les preuves. Le lendemain matin, Chloé fit sa deuxième erreur. Elle envoya un message direct à Éléonore sur Instagram. Ce n'était pas des excuses. C'était une négociation écrite par quelqu'un qui croyait encore que l'attention publique était un levier. Je sais que tu es blessé, mais prolonger ça nous nuit à tous. Julien m'a dit que vous viviez des vies séparées. Je suis prête à déclarer publiquement que j'ai mal compris la situation. Si tu arrêtes de ruiner ma carrière, je m'abstiendrai de discuter de ce qu'il m'a dit sur votre mariage. Éléonore le lut 2 fois, puis le transmit à Arthur avec une seule ligne, archivée comme tentative d'extorsion. Arthur répondit, déjà classé. À midi, l'avocat de Chloé reçut une lettre de mise en demeure lui intimant de ne pas supprimer de messages, de ne pas faire allusion aux détails matrimoniaux et de ne plus jamais contacter Éléonore directement. Elle était rédigée dans le langage juridique le plus acéré d'Arthur, rendant chaque phrase polie comme une porte verrouillée. Chloé ne répondit pas. Sa mère, si. Une femme nommée Brigitte Chandon appela la ligne principale d'Apex Media et terrorisa d'une manière ou d'une autre 3 réceptionnistes jusqu'à ce que Blitt prenne l'appel. Blitt mit le haut-parleur, estimant qu'Éléonore méritait d'entendre l'absurdité totale. Ma fille est en train d'être détruite par une femme aigrie, aboya Brigitte. Julien la poursuivit. Il lui a promis une vie. Votre patronne est assez riche pour avaler sa fierté et passer à autre chose. Éléonore, assise de l'autre côté de la pièce, leva les yeux. Blitt garda sa voix froide. Madame Chandon, cette ligne est pour les affaires de l'entreprise. C'est des affaires. Ma fille a perdu 2 contrats de marque importants. Votre fille a posté des photos d'elle dans le lit d'une autre femme lors d'une activation de marque payante. Elle a 28 ans. Elle a fait un choix. Elle est jeune. Elle a fait une erreur. Éléonore se leva et se dirigea vers le bureau de Blitt. Blitt leva un sourcil, lui demandant silencieusement si elle voulait prendre l'appel. Éléonore secoua la tête. Elle voulait entendre exactement jusqu'où l'arrogance déguisée en maternité pouvait aller. Brigitte continua, la vraie classe gérerait ça discrètement. La voix de Blitt chuta de 10 degrés. Une vraie mère aurait appris à sa fille à ne pas prendre le silence d'une autre femme pour une pièce vide. Puis elle déconnecta l'appel. Éléonore la regarda. Ça n'était pas dans le manuel de presse. Blitt lissa son blazer. Je mettrai le manuel à jour. Pour la première fois depuis lundi, Éléonore rit. C'était un rire court, rauque et presque douloureux, mais il était réel. Ce bref rire était important. Il lui rappela qu'elle n'était pas seulement une épouse trahie, une stratège ou une mère qui tenait bon pour des enfants qui la regardaient de trop près. Elle était toujours un être humain capable de rire avec quelqu'un de loyal dans une pièce où personne ne mentait. Le sentiment dura jusqu'à ce qu'Arthur l'appelle. Nous avons obtenu le fichier d'affectation budgétaire, dit-il. Éléonore serra le bord du bureau. Et les fonds de charité n'ont pas directement touché la LLC de Chloé. Mais Julien a redirigé le capital d'exploitation de l'entreprise pour couvrir le manque à gagner après que les factures de Chloé aient gonflé le budget du gala. C'est au mieux une zone grise juridique, au pire une violation directe des règlements internes de l'entreprise. Le conseil peut le destituer s'il refuse de démissionner. Éléonore regarda la ville. Le panneau numérique de Columbus Circle était visible depuis son bureau si elle se tenait au bon angle. Simo clignotait toujours. Alors donnez-lui le choix, dit-elle. Démissionner discrètement ou être licencié avec des honneurs. Arthur fit une pause. Vous le connaissez. Que choisira-t-il? Éléonore regarda l'écran changer. La disgrâce. Elle avait raison. Cette nuit-là, Julien refusa la suspension temporaire. Sa lettre officielle au conseil était longue, pleine d'amertume et fatalement imprudente. Il accusa Éléonore de vengeance hystérique. Il accusa Camille d'outrepasser ses prérogatives. Il accusa son partenaire, Henri Calvet, de lâcheté.
Il écarta les factures comme une erreur comptable de routine. Au matin, chaque administrateur l'avait lu. À midi, l'ordre du jour d'urgence pour le petit déjeuner des investisseurs était fixé, et le soir, Éléonore retourna à son Penthouse, entra dans la suite parentale où l'ancien lit avait été retiré, et trouva un matelas flambant neuf habillé de drap blanc immaculé, non monogrammé. Elle s'assit sur le bord et se permit de pleurer pendant exactement 4 minutes. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle avait été forte toute la journée dans des pièces où la maîtrise coûtait une fortune. Puis elle se lava le visage, vérifia Hortense, écouta la respiration régulière de Léo à travers sa porte, et retourna au travail. Le mercredi matin, le scandale personnel de Julien dégénéra en catastrophe financière. Le petit déjeuner annuel des investisseurs de Sterling Capital au Plaza Hotel devait être son triomphe. Il avait prévu d'annoncer un développement immobilier de luxe au bord de l'eau, d'obtenir de nouveaux capitaux et de poser avec des fonctionnaires de la ville qui préféraient leur argent propre et leur scandale discret. Au lieu de cela, il entra dans la grande salle de bal et réalisa que les gens avaient cessé de parler. C'était pire que des chuchotements. Les chuchotements avaient de l'élan. Le silence tenait le jugement. Son associé gérant, Henri Calvet, le rencontra aux portes. Henri était large d'épaules, aux yeux gris, et furieux de la rage contenue d'un homme qui comptait les dommages par millions. « Dis-moi qu'il n'y a rien d'autre, » dit Henri. Julien ajusta ses poignets. « C'est une affaire personnelle. » Henri se pencha. Le personnel est devenu financier lorsque notre plus grand client institutionnel a demandé si la firme avait payé le bail de l'appartement de votre maîtresse dans le West Village. Le pouls de Julien s'accéléra. Qui leur a dit ça? Personne n'a eu besoin de le faire. L'avocat de votre femme a signé les livres. Rien que ça rend les gens nerveux. À l'intérieur de la salle de bal, le logo de Sterling Capital brillait sur les écrans. Des serveurs se déplaçaient entre les tables avec des cafetières en argent. Les investisseurs regardaient Julien comme s'ils attendaient de voir si la fumée se transformerait en feu. Puis les écrans de l'hôtel vacillèrent. Pendant une seconde impossible, Julien pensa qu'Éléonore avait racheté le lieu. Mais cette fois, ce n'était pas une accusation. C'était une émission programmée d'Apex Finance News, l'une des plateformes économiques les plus respectées de la ville. Le titre remplit les écrans, détournement de fonds par un cadre, quand les scandales privés deviennent des risques pour les investisseurs. Pas de nom, pas de photo, pas d'allégation directe. Mais le timing était chirurgical. L'émission s'ouvrit avec une présentatrice discutant calmement du devoir fiduciaire des cadres, des dépenses non divulguées et des clauses de moralité dans le capital risque. Tandis qu'elle parlait, les investisseurs commencèrent à consulter leur téléphone. Henri se tourna lentement vers Julien. « Savais-tu que les filiales d'Apex Media détiennent les droits de diffusion dans cet hôtel ?» Julien ne répondit pas. À la table 6, une femme d'un important fonds de pension se leva et boutonna son blazer. « Monsieur Sterling, dit-elle, sa voix portant sur le cliquetis de l'argent. Je crois que nous mettrons nos engagements en suspens jusqu'à ce que votre audit médico-légal soit conclu. » Un autre investisseur se leva, puis un autre. La pièce n'éclata pas. Elle se vida. C'était le genre d'humiliation dont Julien ne pouvait pas se sortir par son charme. De l'autre côté de la ville, Éléonore ne regardait pas le petit déjeuner. Elle était assise dans le bureau du docteur Evelyne Reynaud, parlant de ses enfants. Le docteur Reynaud revit ses notes. « Vous gérez cela avec une retenue extraordinaire. » Éléonore baissa les mains. « Je suis furieuse chaque minute. » La retenue ne signifie pas un manque de colère, dit doucement le docteur Reynaud. Cela signifie que je ne ferai pas payer à mes enfants le prix de ces erreurs, répondit Éléonore. C'était la ligne qu'elle ne franchirait pas. Aussi satisfaisant que cela puisse être de voir Julien brûler publiquement, elle voulait la justice, pas des dommages collatéraux. Quand elle revint chez Apex, Blit l'attendait avec des nouvelles. 3 fonds majeurs s'étaient retirés. Henri Calvet avait appelé Arthur directement. Éléonore enleva son manteau. Que voulait-il? Une réunion à huis clos sans Julien. Planifiez-la. Blit hésita. Il y a autre chose. Elle tendit à Éléonore un message texte imprimé.
Il venait de Béatrice Sterling, la mère de Julien. Tu as assez humilié cette famille. Une épouse digne protège le nom de son mari. Arrange ça avant que je ne sois forcée de m'exprimer. Éléonore le lut 2 fois. Puis elle prit un stylo et écrivit une phrase en dessous: un mari digne donne à sa femme un nom qui mérite d'être protégé. Elle rendit le papier à Blit. Envoyez ça. Pour la première fois de la semaine, Blit rit. Béatrice Sterling apparut au bureau d'Éléonore le lendemain matin, portant ses perles comme une armure. Elle n'avait pas demandé de rendez-vous. Des femmes comme Béatrice considéraient le fait de prendre rendez-vous comme une courtoisie due par des personnes de moindre importance. Blit lui barra le chemin à la réception avec une douceur qui ne fit que rendre l'insulte plus acerbe. Madame Sterling, Éléonore vous accordera 10 minutes sous peu. La bouche de Béatrice se serra. Dites à Éléonore que je préfère ne pas être interrompue pendant que j'attends. Je suis sa belle-mère. Blit sourit. Pour l'instant. Lorsque Béatrice entra enfin dans le bureau d'angle, Éléonore se tenait près de la fenêtre, examinant un contrat. Elle ne se pressa pas. Elle n'offrit pas de baiser sur la joue, se préparant au parfum froid et au jugement encore plus froid comme elle l'avait fait autrefois. Béatrice examina la pièce avec un mépris ouvert. Alors, c'est ici que tu as orchestré ton petit théâtre. Éléonore se retourna. Bonjour, Béatrice. Garde ça. Tu as traîné mon fils dans la boue. Éléonore posa le document sur son bureau. Julien s'est traîné lui-même. J'ai juste allumé les lumières. Les yeux de Béatrice brillèrent. Tu ne lui as jamais été reconnaissante. Sais-tu combien de femmes voulaient mon fils? Au moins une de trop. Ce n'était pas très intelligent de sa part. Tu crois que parce que tu as le fonds fiduciaire de ta famille, tu peux détruire des gens? Éléonore l'observa attentivement. Voilà. La vérité derrière 12 ans d'insultes polies. Béatrice avait toujours su qu'Éléonore avait de l'argent. Elle croyait juste que les femmes avec du capital étaient censées le dépenser discrètement tout en soutenant les ambitions des hommes. Je ne détruis personne, dit Éléonore. Je retire mes garanties. Garanties? Éléonore s'avança. Les 3 premières introductions de capital risque que Sterling Capital a jamais obtenues sont passées par le Vanderwall Trust. La fondation d'art de Julien survit grâce à l'espace publicitaire donné par Apex Media. Vos galas de charité des 6 dernières années ont été organisés dans des bâtiments que je possède sans payer un centime de loyer réel. La garantie bancaire pour l'expansion d'Henri Calvet était soutenue par les fonds propres de ma famille. Dois-je continuer? Béatrice se figea. Éléonore ouvrit un classeur et le tourna vers elle. À l'intérieur se trouvaient des lettres de résiliation. Soutien philanthropique retiré, baux de lieux annulés, services de conseil révoqués, tout officiel, tout légal, tout dévastateur. Béatrice eut l'air de voir le sol s'effondrer sous elle. Tu détruirais les œuvres de charité juste pour punir Julien? Non, je réalloue mes dotations à des organisations qui ne m'obligent pas à prétendre que la trahison est une norme sociétale acceptable. La gorge de Béatrice se serra. Éléonore, cette famille t'a donné un statut. Le dernier fil se brisa si doucement qu'on aurait presque dit la paix. Éléonore se pencha en avant, posant ses paumes sur le bureau. Béatrice, j'ai acheté le bâtiment où tu as obtenu ce statut. Pendant plusieurs secondes, Béatrice resta silencieuse. Ses perles brillaient contre un cou qui avait enfin épuisé sa supériorité. Quand elle partit, elle ne claqua pas la porte. Les gens comme Béatrice ne claquent la porte que lorsqu'ils savent que quelqu'un d'autre l'ouvrira de nouveau. Éléonore n'allait pas le faire. Cet après-midi-là, Henri Calvet arriva sans Julien. Il semblait avoir 10 ans de plus que lundi. Son costume sur mesure ne pouvait cacher l'épuisement dans ses épaules. Éléonore, dit Henri, s'asseyant. Je suis ici pour séparer la firme de la conduite personnelle de Julien. Alors séparez-vous. Henri soupira. Nous sommes prêts à racheter ses parts votantes s'il accepte de quitter la direction. Et s'il refuse? La mâchoire d'Henri se serra. Alors l'audit médico-légal forcera la question. Éléonore l'étudia.
Henri ne l'avait jamais aimée. Il l'avait repoussée lors de dîner, l'avait qualifiée de trop prudente, et avait même dit un jour à Julien que les femmes avec de riches grands-pères ne devraient pas donner de conseils à des hommes qui construisent de vraies entreprises. Maintenant, il était assis dans son bureau, lui demandant de l'aider à sauver cette entreprise. Éléonore ne se vanta pas. Se vanter gaspillait de l'énergie. Je soutiendrai la firme à condition que Julien soit entièrement retiré du contrôle financier. Elle dit, un audit complet, une déclaration publique de transparence, la restitution des fonds détournés, une supervision indépendante pendant 12 mois. Henri hocha lentement la tête. Et toi? Je veux que les garanties de mes trusts soient libérées. Son visage se crispa. Ces garanties sont la seule raison pour laquelle les banques nous accordent des taux d'intérêt privilégiés. Éléonore maintint son regard. Je sais. À 17h, Julien reçut la feuille de conditions. Il la lut dans son appartement de fonction à Midtown, seul, tandis que la lumière de l'après-midi exposait la poussière sur des meubles qu'il n'avait jamais choisis. Démissionner, restituer les fonds. Accepter des actions sans droit de vote. Se soumettre à la supervision. D'abord, il appela Henri. Henri ne répondit pas. Ensuite, sa mère. Elle lui dit de réparer ce qu'il avait cassé et raccrocha en pleurant. Ensuite Chloé, son numéro était déconnecté. Finalement, il appela Éléonore. Elle répondit. Tu prends tout, dit-il. Non, Julien. Je reprends ce qui était à moi. M'as-tu seulement aimé un jour? Oui. La simplicité de la réponse sembla le blesser plus que la rage ne l'aurait fait. Alors pourquoi fais-tu ça? Éléonore regarda à travers la paroi vitrée son équipe travaillant tard, la ville palpitante au-delà d'eux, la vie qu'elle avait presque laissé rétrécir autour de l'ego d'un seul homme. Parce que je me suis aimée en dernier, dit-elle. Je remets de l'ordre. La prochaine manœuvre de Julien arriva, vêtu du costume de la paternité. Le lundi matin, Arthur reçut une motion d'urgence demandant au tribunal de la famille de New York d'interdire à Éléonore de faire d'autres déclarations publiques sur le mariage. La requête affirmait que le panneau d'affichage et l'attention médiatique avaient causé une grave détresse émotionnelle aux enfants. Elle demandait une garde partagée à 50-50e pendant le divorce et impliquait fortement que le comportement d'Éléonore démontrait une instabilité. Arthur lut le dossier dans le bureau d'Éléonore, son visage totalement illisible. Il essaie de transformer votre plan de protection en preuve d'un effondrement, dit-il. Éléonore se tenait près de la fenêtre, tenant un dessin. Hortense l'avait fait pendant sa séance avec le docteur Renaud. 4 bonshommes allumettes se tenaient sous un toit. Un bonhomme était à l'extérieur de la porte, plus petit que les autres, non effacé, mais pas à l'intérieur. Peut-il gagner ça? Demanda-t-elle. Pas avec ses faits, mais il peut générer de la pression. La pression était l'outil préféré de Julien. Il l'appliquait jusqu'à ce que les gens confondent le soulagement avec la générosité. Éléonore posa le dessin. Alors nous répondons avec des faits. La réponse déposée cet après-midi-là n'était pas émotionnelle. Elle était chronologique. Arthur joignit la photo originale du lit. La légende de Chloé. La preuve du mensonge de Julien concernant le voyage à Boston. Le message direct d'extorsion de Chloé. Le rapport d'incident de l'école. Les recommandations préliminaires du docteur Renaud et les actes de propriété de Tribeca montrant que le changement de serrure était entièrement légal. Il inclut également la note interne d'Éléonore au rédacteur d'Apex Media leur interdisant explicitement de se moquer de l'apparence de Chloé ou d'encourager la cyberintimidation. L'argument était simple, Julien a créé le cirque. Éléonore a réagi, l'a contenu et a institué des limites pour protéger les mineurs. Lors de l'audience préliminaire, Julien tenta de paraître blessé. Il portait un costume sombre sans pochette. Son avocat parla le premier, le dépeignant comme un père désespéré, séparé de ses enfants, tandis qu'un puissant empire médiatique utilisait sa richesse pour détruire sa réputation. Éléonore écouta sans bouger. Ses mains reposaient sur ses genoux. Elle avait appris qu'au tribunal, même un clin d'œil mal placé pouvait devenir un défaut de caractère dans le récit de quelqu'un d'autre.
Puis Arthur se leva. Votre honneur, dit-il calmement. Ma cliente n'a pas invité le public dans la chambre conjugale. Le message de mademoiselle Chandon l'a fait. Monsieur Sterling n'a pas immédiatement cherché le silence pour protéger ses enfants. Il a initialement seulement cherché le retrait d'un panneau d'affichage qui blessait son ego. Les enfants ont été protégés après que l'école ait été compromise, après l'explosion d'Internet, et après que la propre conduite de Monsieur Sterling ait rendu les visites de routine dangereuses. La juge le regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Sterling, avez-vous amené mademoiselle Chandon dans la résidence familiale? La mâchoire de Julien se contracta. Oui. Avez-vous dit à votre femme que vous étiez en voyage d'affaires à ce moment-là? Oui. Mademoiselle Chandon a-t-elle pris une photo dans cet appartement? Oui, mais je n'ai pas autorisé sa publication. La juge le fixa. Vous avez autorisé sa présence. La salle d'audience devint très silencieuse. Éléonore ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité faisait le gros du travail. L'ordonnance temporaire confia les enfants principalement à Éléonore, exigea que toute communication de coparentalité passe par une application surveillée et ordonna aux deux parents de suivre les directives thérapeutiques du docteur Reynaud. Julien obtint un droit de visite programmé, mais aucune nuitée tant que la thérapeute n'avait pas donné son accord. À l'extérieur du palais de justice, Julien rattrapa Éléonore près des ascenseurs. « Est-ce que tu apprécies ça ?» demanda-t-il. Elle se retourna. « Non, tu as eu exactement ce que tu cherchais. Ce que je voulais, c'était un mari qui n'amenait pas une autre femme dans le lit où nos enfants demandent des crêpes le samedi matin. » Son expression vacilla pendant une fraction de seconde. La douleur passa sur ses traits, mais elle était mêlée d'orgueil, ce qui la rendait dangereuse. « J'ai fait une terrible erreur. » Éléonore secoua la tête. « Tu continues à l'appeler une parce que les compter tout exigerait du courage. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle entra avec Arthur. Julien resta dans le couloir, séparé par des portes en acier poli et tout ce qu'il refusait de nommer. Ce soir-là, Chloé fit sa troisième erreur. Elle vendit une déclaration à un blog de potins notoires. Elle y affirmait que Julien lui avait promis que lui et sa femme étaient légalement séparés. Elle dit que la richesse d'Éléonore rendait impossible à une jeune femme normale de se défendre. Elle insinua que la fameuse photo de chambre n'était pas la première fois qu'elle séjournait dans l'appartement de Tribeca. La dernière ligne était destinée à faire mouche, certaines épouses en savent plus qu'elles n'admettent parce que l'argent compte plus que le mariage. Éléonore lut la publication après que les enfants soient endormis. Pendant quelques secondes, elle ne ressentit rien. Puis elle ouvrit les archives numériques que Blythe avait compilées. Elles contenaient des mois de reçus, de manifestes de vol et d'horodatage. Une image de sécurité de Chloé près de l'ascenseur de Tribeca, portant un sac de vêtements un jeudi après-midi alors qu'Éléonore était au concert scolaire d'Hortense. Une autre, la main de Julien posée sur la taille de Chloé dans un garage souterrain. Une autre, Chloé portant des boucles d'oreilles en diamant achetées avec le compte de la fondation. Blythe appela avant qu'Éléonore ne puisse composer un numéro. « Dites-moi que nous ne publions pas le dossier entier, dit Blythe. « Non. » « Bien. Nous publions une chronologie sèche. » Éléonore continua, pas d'insultes, pas de spéculations, des dates, des documents publics, des violations de contrats et des faits vérifiés. Tout ce qui concerne les enfants reste en dehors. Tout ce qui est profondément personnel reste en dehors. Tout le reste qui est déjà du domaine public ou dans les registres est recevable. L'équipe éditoriale d'Apex Media construisit la chronologie en 6 heures. Arthur la vérifia 2 fois. Elle fut mise en ligne à 8 heures du matin le lendemain sous un titre qui n'appelait pas Chloé par des noms ni Julien un monstre. C'était plus froid, ce que les documents révèlent. La publication mit fin au récit de victime de Chloé sans transformer Éléonore en une femme se débattant désespérément de douleur. Les philanthropes virent les dates. Les investisseurs virent les factures. Le public vit la différence entre une épouse se basant sur des faits et une maîtresse essayant de vendre un mensonge pour obtenir de la sympathie. À midi, le blog de Potin qui avait acheté les mots de Chloé publia une rétractation. À 15 heures,
Chloé désactiva tous ses profils de médias sociaux. À 17h, l'avocat de Julien demanda des négociations de règlement. Éléonore était assise dans son bureau tandis que la pluie brouillait les fenêtres. Blit entra avec du café frais. Maintenant, il veut parler d'argent. Non, dit Éléonore, prenant la tasse. Il veut parler avant que le prochain document ne parle pour lui. Arthur arriva 10 minutes plus tard avec le cadre de règlement. Julien démissionnerait officiellement de Sterling Capital. Il rembourserait les fonds détournés selon un calendrier strict. Il accepterait des paramètres de garde limités. Il renoncerait à toute revendication sur la propriété de Tribeca. Il n'interférerait pas avec les opérations journalistiques d'Apex Media. En échange, Éléonore ne s'opposerait pas à son rachat discret par le Conseil, à condition que la réputation de l'œuvre de charité soit épargnée. Cette clause était importante. Éléonore voulait la justice, pas une campagne de terre brûlée qui nuirait aux employés et aux bénéficiaires de subventions qui n'avaient rien fait de mal. Arthur tapota la page. C'est la voie la plus propre. Éléonore lut chaque ligne. Propre ne signifiait pas indolore. Cela signifiait qu'il n'y avait plus de fils effilochés que Julien pourrait tirer plus tard. Envoyez-le, dit-elle. Pour la première fois de la semaine, la pièce ressemblait moins à une salle de guerre et plus à une sortie. Le dépôt de la demande de divorce devint public un vendredi. Non pas parce qu'Éléonore l'avait divulgué, mais parce que Julien avait tenté de le sceller. Sa motion demandait la confidentialité, arguant que l'attention médiatique rendait une procédure équitable impossible. Arthur répondit par un mémoire si chirurgicalement précis qu'à midi, il était cité par 3 grands analystes juridiques, le plaignant n'a pas créé le comportement du défendeur. Elle a simplement cessé de le cacher. La phrase devint virale plus rapidement que n'importe quel communiqué de presse. À ce moment-là, Chloé avait disparu d'Internet. Sa dernière publication montrait une bougie allumée, un journal et les mots « guérison en silence ». Les commentaires n'étaient pas tendres. Julien, cependant, choisit une stratégie différente. Il réserva un segment dans une émission matinale nationale. Éléonore le regarda depuis son îlot de cuisine, vêtu d'un pull en cachemire et d'un jean, tandis qu'Hortense mangeait des flocons d'avoine et Léo construisait une tour de toast. À l'écran, Julien avait l'air épuisé, ce qui signifiait que le département maquillage avait probablement passé 30 minutes à perfectionner l'esthétique du regret. Sa cravate était sobre, ses yeux humides. « J'ai échoué ma famille », dit Julien à la présentatrice. « J'ai échoué ma femme. Éléonore est une femme extraordinaire et j'espère qu'un jour elle pourra trouver dans son cœur de me pardonner. » La présentatrice se pencha, à la recherche du drame. « L'aimez-vous toujours ?» Julien baissa les yeux. « Je n'ai jamais cessé. » Éléonore coupa le son de la télévision avant qu'Hortense ne puisse poser une question, mais il était trop tard. « Maman, » dit Hortense. « Papa est triste parce qu'il a fait quelque chose de mal. » Éléonore s'assit à côté de sa fille. « Ton papa est triste parce que les choix ont des conséquences. Est-ce une mauvaise personne ?» Éléonore sentit la fragilité même du moment. Une phrase mal formulée pourrait devenir une pierre dans la poitrine de son enfant. « Non, ma chérie. Les gens ne sont pas seulement noirs ou blancs, mais les bonnes personnes doivent quand même réparer les dégâts quand elles cassent des choses. » Hortense regarda son bol. « Es-tu triste ?» Éléonore toucha les cheveux de sa fille. « Parfois. » Léo leva les yeux de sa tour de toast. « On a toujours des crêpes demain ?» Éléonore sourit. Un vrai sourire. Absolument. C'était la vie qu'elle avait choisie. Pas un scandale bruyant, pas des crises interminables, des crêpes, des devoirs, des rendez-vous chez le médecin, des avocats, des votes de conseil d'administration, des histoires au coucher et le travail silencieux de construire un foyer paisible à partir des décombres. Mais le public n'en avait pas fini avec elle. 2 jours après les excuses télévisées de Julien, les producteurs de la même émission matinale invitèrent Éléonore. Elle déclina. Ils l'invitèrent de nouveau. Elle déclina encore.
Puis l'interview de Julien commença à circuler avec des articles de réflexion, se demandant si la femme lui pardonnerait, si les femmes modernes détruisaient les familles trop rapidement, et si la vengeance du panneau d'affichage était allée trop loin. C'est alors qu'Éléonore accepta. Elle arriva au studio vêtue d'une robe portefeuille marine, ses cheveux lâchés, son maquillage simple. Pas de diamants, pas d'armure, juste de la clarté. La présentatrice la salua avec une excitation visible. Éléonore, merci d'être ici. Des millions de personnes ont regardé les excuses de Julien. Beaucoup les ont trouvées profondément sincères. Vous? Éléonore regarda la présentatrice, puis directement la caméra. Je crois que le regret peut être sincère. La présentatrice se pencha. Cela signifie-t-il qu'il y a de l'espoir de réconciliation? L'expression d'Éléonore s'adoucit, mais sa voix resta d'un acier absolu. Le regret n'est pas une réparation. Une excuse n'est pas une clé. L'amour ne donne pas à quelqu'un le droit permanent de revenir vers la personne qui l'a brisé. Le studio devint complètement silencieux. Elle continua, je ne hais pas mon mari. Je n'apprendrai pas à mes enfants à haïr leur père. Mais je n'apprendrai pas non plus à ma fille que la dignité signifie rester là où les gens vous marchent dessus publiquement. Et je n'apprendrai pas à mon fils que les mots d'excuse comptent plus que l'acceptation de la responsabilité. La présentatrice cligna des yeux. Alors, qu'est-ce qui vous attend ensuite? Éléonore se décala légèrement. Maintenant, je construis une vie où la paix n'est pas le prix de mon silence. Ce sont devint le moment clé du scandale, pas la photo dans le lit, pas le panneau d'affichage à Columbus Circle, pas les yeux humides de Julien. La phrase d'Éléonore, la paix n'est pas le prix de mon silence. Les femmes la citaient sous des articles sur le divorce, des nouvelles sur les licenciements d'entreprises et des histoires de personnes exigeant une endurance silencieuse en échange de la sauvegarde des apparences. Le trafic vers les plateformes d'Apex Media tripla du jour au lendemain. Blitt entra dans le bureau d'Éléonore le lendemain matin avec un mélange de respect et de panique organisationnelle. Nous avons un problème. Quel genre? Le genre où 2 millions de femmes à travers le pays demandent ce que vous construisez ensuite. Éléonore se pencha en arrière sur sa chaise. Pour la première fois depuis la photographie, elle ressentit quelque chose qui n'était ni douleur, ni calcul, ni retenue. Elle ressentit un but. Éléonore nomma la plateforme numérique, l'archive des preuves. Non pas parce que les femmes ne devraient pas parler, mais parce que chaque décision puissante qu'elle avait jamais prise avait commencé à un bureau où quelqu'un s'attendait à ce qu'elle s'assoie poliment et endure le manque de respect. L'archive était conçue comme un réseau de soutien juridique, un centre de conseil et une communauté sécurisée pour les femmes se remettant de trahison, d'abus financiers, d'humiliation publique ou de divorce conflictuel. Le projet publierait des histoires vérifiées, subventionnerait des thérapies, mettrait en relation les femmes avec des avocats vérifiés et leur apprendrait à rassembler des documents financiers avant d'initier un scandale. Pas de fantasme de vengeance sans stratégie, pas de larmes devant la caméra pour des clics, juste des faits, la loi est le genre de dignité qui tient la route devant les tribunaux. Lors de la réunion de lancement, Éléonore se tint devant 20 cadres d'Apex dans la salle de conférence principale. Certains avaient travaillé pour elle pendant des années et réalisaient seulement maintenant que la femme discrète qui approuvait méticuleusement les budgets était la main de fer derrière un empire médiatique. Elle regarda leur visage et sentit le poids de cela. Nous ne construisons pas un blog de potins, dit-elle. Nous ne monétisons pas la douleur des femmes. Nous construisons la ressource que j'aurais aimé pouvoir lire avant de devoir devenir mon propre gilet de sauvetage. Blitt se tenait près de la porte, les bras croisés, rayonnante. Si un article devient salissant, nous le retirons, continua Éléonore. Si les faits sont faux, nous les corrigeons. Si cela se transforme en un culte de la personnalité autour de moi, nous changeons de cap, compris? Ils hochèrent tous la tête. La première histoire publiée dans l'archive ne fut pas celle d'Éléonore. Elle appartenait à une infirmière pédiatrique dont le mari avait vidé leurs économies communes pour une jeune collègue. La deuxième appartenait à une enseignante dont la belle-mère avait changé les serrures de sa maison après l'aventure de son mari. La troisième appartenait à une juge à la retraite qui écrivit sur le fait de divorcer à 65 ans et de dormir profondément pour la première fois depuis des décennies. En un mois,
la plateforme éclipsa le scandale de Manhattan qui l'avait fait naître. Et c'est là que Julien perdit vraiment. Non pas lorsque les investisseurs le forcèrent à partir. Non pas lorsque le règlement de divorce donna à Éléonore le contrôle total du loft de Tribeca, la garde principale et la restitution des fonds. Non pas lorsque Chloé vendit une vidéo en larmes à un service de streaming bon marché et tomba dans l'oubli. Julien perdit quand Éléonore cessa d'être juste une femme trompée et devint une femme à laquelle tout un pays faisait confiance. Lors de l'audience finale du divorce, Julien était assis en face d'elle dans un costume anthracite qui ne le rendait plus invincible, juste coûteux. La salle d'audience était fermée. Pas de caméra, pas de curieux, juste les avocats, la juge et 2 personnes qui s'étaient autrefois promis l'éternité. Julien la regarda avant l'entrée de la juge. Éléonore, elle rencontra son regard. « Je suis désolé, dit-il. » Cette fois, il n'y avait pas de lentilles, pas de présentateur, pas de gros titres, pas de performance. Peut-être était-ce pour cela qu'elle le crut. « Merci, dit-elle doucement. » Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est ça alors ?» Éléonore pensa à 12 ans. Le mariage, les enfants, le premier appartement, les galas de charité, les nuits où elle veillait, les matins où elle inventait des excuses sous la forme de sa propre solitude. Puis elle pensa à la photo dans son lit, au panneau d'affichage à Columbus Circle, au relevé bancaire, et au moment où elle retira son alliance et entendit le son de la liberté. « Oui, dit-elle. C'est ça. » La juge entra. 40 minutes plus tard, Éléonore Sterling quitta le palais de justice, une femme libre. Dehors, malgré le périmètre, quelques journalistes attendaient. Les flashs crépitèrent. Les questions se superposaient. Éléonore, vous sentez-vous vengée? Éléonore, que diriez-vous à Chloé maintenant? Éléonore, un commentaire sur la démission de Julien? Elle marqua une pause sur les marches pendant un battement de cœur. La ville sembla retenir son souffle, tout comme elle l'avait fait sous l'énorme panneau d'affichage. Éléonore regarda la caméra la plus proche. J'espère que toutes les personnes impliquées dans cette histoire deviendront meilleures que les actions qui nous ont amenés ici, dit-elle. Quant à moi, je rentre chez moi. Puis elle monta dans sa voiture et partit. Éléonore se réveilla avant l'aube dans une chambre différente. Pas de tissus italiens importés, pas de bol en cristal hérité, pas de musée silencieux d'une famille parfaite. Sa nouvelle maison était une brownstone historique à Brooklyn Heights. Chaleureuse et imparfaite, avec des baskets d'enfants empilées près de la porte et un îlot de cuisine rayé par les devoirs, le sirop de myrtille et la vraie vie. Éléonore aimait les rayures. Elle signifiait que la maison était utilisée pour y vivre, pas pour y jouer un rôle. Ce matin, Hortense descendit la première, les cheveux emmêlés, portant un livre. Léo suivit avec une seule chaussette, ayant perdu l'autre. Blythe était attendu à 9 heures pour une réunion de planification. Arthur devait appeler à 11 heures concernant de nouveaux mandats juridiques pour la fondation. Un réalisateur éminent voulait optionner les droits de vie d'Éléonore pour un film, et elle prévoyait de refuser à moins que le film ne se concentre entièrement sur l'archive des preuves au lieu de revenir sur le scandale. Sa vie était pleine. Pas facile, mais profondément pleine. Au petit déjeuner, Léo leva les yeux de son assiette. Les panneaux d'affichage parlent-ils? Éléonore leva un sourcil. Pourquoi demandes-tu? Papa a dit qu'un parfois, quelques mots sur un mur changent tout. Hortense regarda attentivement sa mère. Tes mots ont-ils tout changé? Éléonore posa sa spatule. Elle ne mentait jamais à ses enfants, mais elle avait appris à servir la vérité en portions qu'ils pouvaient porter. Le panneau d'affichage n'a pas tout changé, dit-elle. Il m'a juste montré ce qui était déjà cassé. Hortense hocha lentement la tête, rangeant la réponse pour une future version d'elle-même. Après avoir déposé les enfants à leur nouvelle école, Éléonore se promena seule dans Brooklyn Bridge Park. L'air sentait les feuilles humides et le café torréfié d'un chariot à proximité. Son téléphone resta dans la poche de son manteau. Elle avait appris que chaque minute n'avait pas besoin d'être surveillée. Au bord de l'eau, une femme plus âgée l'approcha. Éléonore Sterling. Éléonore se retourna.
La femme tenait une lettre pliée dans les deux mains. Je suis désolée. Je ne veux pas vous importuner. Je voulais juste dire que votre projet a aidé ma fille à quitter un mariage abusif. Elle n'avait pas d'argent, pas de plan. Elle a trouvé votre liste de contrôle juridique à 3 heures du matin. La gorge d'Éléonore se serra. La femme lui pressa la lettre dans la main. Vous n'avez pas seulement remis un homme à sa place, dit la femme. Vous avez donné une boussole à des milliers de femmes. Puis elle s'éloigna avant qu'Éléonore ne puisse répondre. Éléonore se tint sous un chêne nu et déplia la lettre. À l'intérieur se trouvaient 3 phrases, je pensais que mon silence signifiait que je disparaissais. Puis j'ai appris que le silence peut être la pièce où l'on construit un plan. Merci de m'avoir appris à sortir la tête haute. Éléonore serra le papier contre sa poitrine. Pendant longtemps, elle avait cru que le pire matin de sa vie avait commencé avec une autre femme souriant depuis son lit. Elle le comprenait différemment maintenant. Ce matin-là fut cruel, humiliant et profondément injuste. Mais ce fut aussi le matin où elle cessa de protéger un mensonge qui la rongeait lentement. Julien avait pensé que la tromper la rendrait pathétique. Chloé avait pensé que l'audace la rendrait impuissante. Béatrice avait pensé que le statut de la vieille richesse la maintiendrait silencieuse. Ils avaient tous confondu son calme avec de la faiblesse. Le silence n'a jamais été une faiblesse. Le silence était Éléonore rassemblant des relevés bancaires. Le silence était Éléonore achetant de l'espace publicitaire. Le silence était changer les serrures, protéger les enfants, geler les comptes, bâtir un héritage massif, sortir du tribunal en gagnante et choisir une maison où la paix n'avait pas à être gagnée. Ce soir-là, elle était assise à son îlot de cuisine rayé tandis qu'Hortense lisait sur le canapé et Léo construisait une autre tour instable de blocs de bois. Blit lui envoya un message. L'archive des preuves vient de dépasser les 10 millions d'utilisatrices actives aujourd'hui. Éléonore fixa le chiffre un long moment. Puis elle posa son téléphone face contre terre sur le comptoir. Elle n'avait pas besoin de fixer les métriques toute la nuit. Certaines victoires étaient faites pour être vécues, pas rafraîchies. Dehors, New York brillait de 1000 feux. Quelque part, un panneau numérique changea. Quelque part, une femme vit quelque chose qui lui brisa le cœur. Et quelque part, une autre femme ouvrit un dossier, prit une inspiration et décida qu'elle ne mendirait plus le respect de personnes qui lui avaient essuyé les pieds pendant des années. Éléonore éteignit les lumières de la cuisine. Elle n'était plus seulement la femme du milliardaire des chroniques de Potin. Elle n'était plus seulement la femme du panneau d'affichage ou l'étalon hors de la vengeance publique. Elle était simplement Éléonore, une mère, une bâtisseuse, une femme qui avait appris que le coup le plus dévastateur n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une serrure changée. Parfois, c'est un dépôt légal. Parfois, c'est le bout de la table où l'on s'assied enfin seul. Et parfois, ce sont 7 mots simples sur un écran au centre de Manhattan, disant la vérité si brillamment que la ville entière n'a d'autre choix que de lever les yeux. Plus tard, les gens demanderaient encore si elle regrettait le panneau d'affichage. Éléonore donnait toujours la même réponse. Elle regrettait les années passées à inventer des excuses pour la cruauté d'autrui. Elle regrettait chaque dîner de charité où elle souriait poliment tandis que son intuition criait. Elle regrettait de s'être rapetissée pour être commode parce qu'être formidable semblait impoli. Mais l'énorme écran au-dessus de Columbus Circle. Non, ce n'était pas un effondrement. C'était le moment où elle cessa de donner son silence à des gens qui le dépensaient comme si c'était leur propre argent.